Salut Florian. Salut. Bienvenue. Tu es expert en tokenisation immobilière. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours, qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans l'écosystème? Ok, alors moi je viens plutôt de l'immobilier traditionnel, je viens plutôt du monde de la construction à la base. Derrière, je suis allé dans toute la chaîne de valeur de l'immobilier, notamment grâce à une boîte qui s'appelle Real Estate, que j'ai cofondée, et qui m'a permis de découvrir et le financement, d'aller plus loin dans la construction et la gestion et la transaction. Et c'est là où j'ai vraiment commencé d'aimer l'immobilier au sens large. Sur les 2 dernières années, j'ai monté une communauté qui s'appelle The Diggers, qui était la commune francophone, on va dire, de référence sur les sujets de NFT et de DeFi. Et, euh, et assez récemment, donc au début de l'année, j'ai décidé de lier ces deux passions pour écrire un rapport qui s'appelle IMO 3.0, de la pierre papier à la pierre crypto. Que j'ai lu et qui est très bon d'ailleurs. Merci. Qui est un peu long, Un peu long. mais en tout cas, c'était un vrai plaisir de l'écrire et qui met en avant les nouveaux modèles qui existent dans l'immobilier grâce au Web3. Donc, en gros, tu as 4 grandes parties. Une première qui s'intéresse à la tokenisation immobilière, qui est le plus à la mode, et il y a beaucoup de groupes IMO qui s'intéressent à ce sujet-là, beaucoup de personnes qui travaillent dans l'immobilier en général. Il y a les nouveaux modèles de gouvernance, donc qu'est-ce que ça apporte une DAO dans des nouveaux fonds d'investissement, ce genre de choses. Il y a la transaction immobilière. Donc, tu vois, aux US, par exemple, tu as une boîte qui s'appelle Propi, qui est vraiment en train de devenir une belle boîte de transactions immobilières et qui est on-chain. Ok. Le quatrième point Qu'est-ce qu'ils font Propice, tu peux rappeler un petit peu Propi, c'est une boîte de transactions. Donc, en gros, c'est un logiciel pour les agents immobiliers américains qui va leur permettre de faire deux choses, c'est-à-dire de mettre on-chain et dans un seul logiciel tous les documents qui doivent être signés. Ils vont les faire signer par tout le monde et ils ont un logiciel qui leur permet également de faire des transactions en crypto. Ok. Donc, en gros, ils mettent les documents on-chain et ils facilitent la possibilité de paiement en crypto. Ok, top. Donc en fait, c'est vraiment son différenciant. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en France, en Europe et partout, en fait, des logiciels de transaction, il y en a des centaines, voire même des milliers. Et donc, il faut arriver à se démarquer. Et Propi a vraiment pris l'ascendant sur tous les autres logiciels sur le sujet de la crypto. Et le dernier point que j'ai essayé d'explorer, qui était un peu plus naissant à l'époque de l'écriture et qui est encore super naissant, mais c'est le sujet des NFT dans l'immobilier. Parce que les NFT, il y a 3 ans encore, c'était la grande inconnue pour beaucoup de monde. Et aujourd'hui, c'est un peu tôt pour donner pour donner des cas d'usage qui ont fait leurs preuves. Mais par contre, on pouvait aller explorer un peu ce qui se passait. Et à la fin du rapport, j'essaye de donner quelques pistes, quelques idées pour des entrepreneurs qui voudraient se lancer dans l'immobilier Web3. Ouais, il y a des boîtes à monter avec les 10 propositions que tu mets à la fin là. Ouais, c'est ça, il y a des boîtes à monter. Et du coup, dis-nous-en un peu plus sur ton business actuel. Donc là, c'est Tokenland. Ouais, alors nous, en fait, Tokenland, on fait deux choses. À la base, j'ai juste voulu faire une newsletter après le rapport pour être sûr de ne pas devenir un feignant et de me baser sur ce rapport pour avoir une expertise qui durerait des années. Comme ça, tous les dimanches, tu vois, je dois sortir une tribune d'opinion, plus quelques actus. Enfin voilà, ça me force vraiment à être toujours au courant de ce qui se passe, à screener toute l'actu pour essayer d'en sortir le meilleur. Donc à la base, l'idée de Tokenland, c'était ça. Okay. Assez vite après le rapport, il y a pas mal d'entreprises, grosses, moyennes et même des porteurs de projets plus petits qui sont venus vers moi pour voir s'il y avait des collabs possibles, des synergies, voir comment je pouvais les aider potentiellement soit à tokeniser, soit à avoir une approche business, soit à comprendre l'écosystème déjà, tu vois, en numéro 1. Et c'est là où j'ai décidé de faire de Tokenland autre chose qu'une newsletter, mais plutôt un cabinet de conseil, où aujourd'hui, il y a des personnes qui sont associées. Tu vois, c'est un écosystème Tokenland, donc on a des personnes qui peuvent développer les contrats, on a des partenaires juridiques, on a d'autres spécialistes qui s'intéressent à cet écosystème-là, qu'on peut faire monter sur des projets. Donc aujourd'hui, voilà, c'est une structure un peu protéiforme qui vise à promouvoir et à accompagner sur les sujets de tokenisation immobilière. Ok, c'est quoi les besoins de tes clients aujourd'hui en tokenisation immo? Alors aujourd'hui, les deux besoins principaux, il y en a même 3. Il y en a un qui est assez identifié et qui est un peu en amont, c'est vraiment la compréhension de ce qui se passe et des cas d'usage. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ok, j'entends la tokenisation immobilière, trop bien, c'est super, mais ça me sert à quoi, ça me sert à quoi? Comment est-ce que ça peut rapporter de l'argent? Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que ça rend vraiment mon asset liquide, etc. » Donc il y a vraiment
une première étape de compréhension, d'échange qui est toujours importante. Et ensuite, les deux gros besoins qu'on identifie. Le premier, c'est un besoin qui est plutôt technique, c'est-à-dire que quand tu es dans l'IMO ou même quand tu es dans le dev traditionnel, c'est quand même un peu dur d'aller trouver un gars qui fait du dev blockchain, qui a déjà tokenisé et qui te fait pas un x4 sur ses tarifs. Ouais. Parce qu'il voit que tu n'as rien compris. Et le second point, c'est vraiment les sujets juridiques, que ce soit le premier débroussaillage, puis dans le même sens, voilà, être accompagné par un cabinet qui sait ce qu'il fait. Donc en fait, pour que tu imagines bien ça, moi j'aime bien dire que voilà, je suis un peu le maître d'ouvrage du sujet, où quand j'arrive, je peux aller plugger avec les bonnes personnes, débrayer un peu les premières conversations, tu vois, enlever les idées reçues, faire ce genre de choses. Donc voilà un peu le job que je fais actuellement. Et sinon en parallèle, j'ai vraiment un travail perso de conseil, que ce soit pour des asset managers ou des fonds d'investissement en private equity ou en venture capital, qui veulent investir sur ce sujet-là, principalement en France ou aux US, Ok. et qui ont besoin de comprendre l'écosystème, quoi. Voilà. Ok. Et comment toi tu définirais la tokenisation immobilière? Alors, la tokenisation immobilière, c'est une surcouche technologique qui permet de représenter la part d'un actif, dans ce cas-là immobilier, sur la blockchain. Et donc derrière, d'aller pouvoir l'utiliser. Donc une fois que ton token il est sur la blockchain, tu as ton bien qui est sur la blockchain, qui est divisé en plusieurs tokens. Et ce token-là, tu peux aller l'utiliser derrière pour aller le poser en collatéral et emprunter de l'argent, pour aller toucher tes rendements en avance. Enfin, en tout cas, tu peux aller l'utiliser, ou même pour aller l'échanger sur une marketplace. Donc tu peux aller l'utiliser pour... tu as une représentation de la propriété, en fait. Ce qui n'existait pas avant. Avant, ça pouvait exister avec les SCPI et le nantissement, mais tu vois, demain, tu participes à une opération de crowdfunding pour un promoteur immobilier. Bah, une fois que tu as investi ton argent, le seul truc que tu peux faire, c'est d'attendre de recevoir ton rendement. Maintenant, si tu investis dans un projet d'immobilier tokenisé, tu achètes ton token, et demain, tu es propriétaire de quelque chose qui dit que tu as fait cet investissement-là. Et donc, tu peux aller l'utiliser. Pas juste un bout de papier. Voilà, et tu peux aller l'utiliser dans d'autres protocoles, et tu as besoin de demander... T'as pas besoin de demander l'autorisation à qui que ce soit. Et en fait, c'est ça qui est trop fort, ça s'appelle la composabilité. Et je trouve ça assez fort. En fait, il n'y a rien de révolutionnaire. Moi, je travaille pas mal avec des gros asset managers, et ils comprennent super bien tout ça, parce que c'est ce qu'ils font tous les jours. En fait, ce que j'adore dans la tokenisation IMO, c'est que tu mets à disposition du grand public des outils de haute finance. Donc, c'est-à-dire mettre des assets en collatéral pour pouvoir emprunter 50% de la somme, des mecs chez AXA, des mecs qui bossent dans la Société Générale, ils le font tous les jours, tu vois. Ouais. Là, demain, ma mère, elle peut le faire. Ma sœur, elle peut le faire. Moi, je peux le faire. En quel but? À 3h du matin. Pour le meilleur comme pour le pire. Voilà, pour les meilleurs comme pour les pires. Et en fait, voilà, tu fais redescendre un peu ce sujet-là. Ce qu'il faut bien garder en tête, il y a 2 points importants, je pense qu'il faut rappeler tout de suite et très fort. Le premier, c'est qu'on ne tokenise pas de l'immobilier. On tokenise une société dans laquelle il y a de l'immobilier. Et le second point à avoir en tête, c'est que... je l'ai plus. Non, voilà, ça te reviendra, ok. Ouais, ça me reviendra. Mais voilà, on tokenise une société dans laquelle il y a de l'immobilier. Et derrière, c'est déjà pas mal. Ok. Et d'ailleurs, ouais, c'est quoi un peu les grands bénéfices? Parce que je pense que tout le monde touche un peu du doigt ce que c'est la tokenisation immobilière. Ouais. C'est quoi est-ce que tu peux nous rappeler un peu les grands bénéfices, que ça soit nous en tant que particuliers, le système immobilier lui-même? Je pense qu'au niveau du back-office, tu vois, tu me disais en off tout à l'heure qu'il y avait quand même pas mal d'innovations. Ou même, tu vois, d'un point de vue vraiment investissement, c'est quoi un peu les grands bénéfices de mettre en place tout ça? En fait, celui que j'aime bien dire en premier, c'est pas celui auquel on pense, parce que tout le monde, quand on parle de IMO tokenisé, tout le monde dit « Oh, ça rend l'immobilier liquide ». En fait, le grand sujet, il est pas là, parce que je pense qu'il faut regarder l'écosystème dans les yeux et au présent. Et en fait, il y a une boîte qui s'appelle Mata Capital, donc qui est assez connue, qui a tokenisé un SPV, donc un Special Purpose Vehicle, avec 300 millions de dollars d'immobilier dedans, en France, au nord de Paris. Okay. Et ils l'ont pas fait parce qu'ils croient à la blockchain. Et je trouve ça assez fort. Ils l'ont pas fait parce que voilà, ils avaient envie de surfer sur la vague de la tokenisation. Quand on lit le rapport, donc ils ont fait un partenariat avec Consensus, donc qui est une boîte assez connue dans l'écosystème. Donc beaucoup d'anciens qui ont été à la base d'Ethereum. Okay. Donc ils ont fait un partenariat avec Consensus, et quand on lit le cas d'usage, c'est assez évident qu'ils l'ont pas fait
par fanatisme ou par conviction. Ils l'ont fait parce que la technologie blockchain, ça leur permettait de gérer les KYC et les registres plus facilement qu'une autre technologie et pour moins cher. Donc tu vois, il y a un vrai sujet où aujourd'hui, pour moi, les vrais sujets, c'est des sujets voilà, Pratique. de gestion. Voilà, Ça marche mieux, quoi. La blockchain, ça permet de gérer la donnée de façon plus pratique et moins chère. Derrière, tu as plein d'autres avantages qui peuvent être mis en avant. Un autre exemple qui marche bien, c'est celui de Realty. Donc, c'est la possibilité de mettre à disposition de l'immobilier, de proposer aux gens de s'exposer au marché de l'immobilier à partir de $50. Donc, aujourd'hui, quand tu achètes un token Realty, tu achètes une part, donc tu achètes une action d'une société dans laquelle il y a une maison. Donc, tu es d'une certaine façon propriétaire de cette maison-là. Il y a un autre acteur qui est espagnol qui s'appelle Equito. Donc là, c'est des obligations, mais c'est sensiblement le même modèle où tu achètes, c'est des tokens qui sont à 100 € cette fois, mais tu es propriétaire pour 100 € de l'immobilier. En France, il y a des modèles qui sont en train de se développer sur de l'action, sur de l'obligation, et celui qui s'est déjà lancé, c'est le modèle du royalties, donc qui est un peu particulier, parce que on n'est pas vraiment propriétaire du bien immobilier. En fait, quand on achète ce token-là, on achète un rendement et qui est basé sur une société qui fait de l'immobilier. Donc c'est un peu... Donc du coup, c'est quand même assez globalement centralisé parce qu'il faut que la société t'envoie les rendements, quoi. Tout n'est pas smart contract. Il n'y a pas un smart contract derrière. C'est la société qui te fait un virement, quoi. Alors, via smart contract. Okay. C'est quand même on-chain, mais effectivement, c'est un système qui est moins pur, qui est moins élégant. Et aujourd'hui, tu n'as pas de propriété immobilière. C'est-à-dire quand tu vas sur de l'obligation ou sur de l'action, tu es propriétaire de ton action. Donc le token est représentatif d'une action. Quand tu fais la cession de revenus futurs, donc des royalties, c'est pas le cas. Mais c'est un modèle qui plaît bien. Et je peux entendre aussi que aujourd'hui, il y ait une génération qui soit intéressée par des rendements plus que par de l'immobilier. Je sais pas dans quelle mesure, c'est un effet de buzz, dans quelle mesure c'est un truc qui est pérenne, mais en tout cas ça existe et c'est en train de sortir. Et ça fait partie des acteurs dont tu peux pas ne pas parler, quoi. Ok, d'accord. Et toi, qu'est-ce que tu penses de Brix? Donc Brix, c'est l'équivalent mais sans blockchain. Ouais, exactement. En fait, Brix c'est pas on-chain. Brix c'est assez particulier comme entreprise parce que j'ai l'impression déjà, il y a eu plein de problèmes. Il y a des problèmes de levée de fonds illégale, donc ils ont dû rendre de l'argent qu'ils avaient levé. Moi, il y a un problème qui me paraît majeur, c'est un problème de transparence, qui est un peu à tous les égards. Je pense que c'est une entreprise qui risque de faire un peu de mal à l'écosystème, et notamment au sujet de cession de revenus futurs, parce qu'aujourd'hui, on voit un certain nombre de personnes qui commencent de se plaindre, notamment sur les réseaux sociaux, que le rendement qu'ils reçoivent, c'est pas du tout le rendement qu'on leur a vendu. Et derrière, voilà, je pense qu'il y a un vrai sujet un vrai décalage entre les ambitions de Brix et ce qu'ils vont être capables de délivrer. Pour une raison simple, c'est que je pense que un produit comme celui-ci, il devrait être monté par des spécialistes de l'immobilier. Ok. Et là, c'est pas le cas. Il y a plein de problématiques que je suis pas sûr que je puisse développer en public. Mais ouais, en tout cas, je vais pas faire de la fausse. Enfin, voilà, je veux pas aller trop loin sur le sujet, mais je suis pas sûr que ce soit très bénéfique pour l'écosystème. Ok. Et Realty, pour prendre le côté blockchain US. Realty, ultra bénéfique pour l'écosystème. Là, il y a pas de sujet. Les mecs ont déblayé. En fait, ce qu'il faut oublier, c'est que Realty, c'est une boîte qui paye pour les autres, hein. Ils ont payé pour découvrir le premier système d'action on-chain. Ils ont payé pour faire le premier système de collatéralisation on-chain avec des tokens immobiliers. Ok, je sais pas que c'était eux, ça aussi. C'est aussi eux qui ont fait ça en premier. Ils font aussi, donc ils ont aussi fait aussi le walletless. Alors évidemment, ça paraît un peu léger versus le reste, mais en fait, sur le très long terme, je pense que c'est une grosse innovation, le walletless. Et ils commencent de montrer un peu là sur leur channel, ils commencent de montrer un peu des previews de la marketplace. Donc tu vois. Parce qu'aujourd'hui, la marketplace n'existe pas. Non, aujourd'hui, tu peux les échanger sur d'autres exchanges. Oui, c'est vrai, sur des DEX. Ouais, et franchement, désolé pour eux, hein, mais c'est pas ça encore. Ok. Donc, trop content qu'ils travaillent dessus. J'espère aussi qu'il y aura d'autres entreprises, tu vois, et il y en a d'autres qui se lancent. Mais après, Realty, tu peux pas dire du mal parce qu'ils ont vraiment,
ils ont vraiment essuyé les plâtres pour beaucoup de monde. Et que ça marche sur le long terme, que ça marche ou que ça marche pas, ils ont quand même fait l'histoire de ce sujet-là. Quoi. Puis après, je trouve aussi quand tu écoutes les frères Jacobson, tu sens la maîtrise, tu vois. Ouais, tu sens quand même qu'il y a derrière il y a du cerveau. Tu sens la maîtrise, et moi, un truc que j'aime bien, c'est que tu sens la passion aussi. Tu vois, le gars, il peut t'en parler longtemps, il est à l'aise avec son sujet. Et en fait, ce que je trouve assez fort, alors que je suis pas client du tout, tu vois, mais c'est les community calls. Aller un peu dans la fosse au lion, alors je sais pas à quelle fréquence ils le font exactement, mais aller dans la fosse au lion face à toutes les questions comme ça, et même si parfois ça implique de faire un peu de langue de bois, ça implique de répondre un peu à côté et tout, bah, forcément. Mais en tout cas... Ça expose quoi. Ouais, ça expose, ça montre que non seulement tu es confiant dans ton projet, tu es passionné par ce que tu fais, et je trouve ça assez fort, donc non, Realty, soutien total, et même je trouve qu'ils sont assez bienveillants avec leurs futurs concurrents et tout, voilà, magnifique. Ok, top. C'est quoi, toi, un peu ta vision de la tokenisation immobilière dans les prochaines années, tu vois? Qu'est-ce qui va se passer dans les 5 à 10 ans? Ou que tu aimerais voir se passer? Ouais, en fait, pour moi, il y a deux choses qui vont se passer principales. La première, c'est que aujourd'hui, c'est une tendance qui est beaucoup plus grande que la tokenisation immo, mais ça va être plus fort dans l'immobilier. Les fonds d'investissement veulent se refinancer ou monter des fonds qui vont aller taper dans la poche dans le portefeuille de tout un chacun. Le meilleur exemple que j'ai de ça, c'est KKR. Donc, KKR, immense fonds de LBO américain. Enfin, ils font plus que du LBO, ils font pas que du LBO, mais... Rappelle-moi ce que c'est les LBO. LBO, c'est leverage buyout. Donc, c'est quand tu rachètes des boîtes avec de la dette. Ce qui n'est pas du tout le sujet ici, mais à la base, c'est un gros fonds de LBO. Et aujourd'hui, donc, ils ont beaucoup, j'ai plus le chiffre en tête, mais beaucoup de milliards sous gestion. Et ils ont dont un fonds qui investit dans des boîtes de la santé de 4 milliards qu'ils ont tokenisé. Pour pouvoir... Alors aujourd'hui, il n'est pas ouvert, mais en tout cas, l'ambition, c'est de pouvoir l'ouvrir au plus de monde possible. Et en fait, côté professionnel, c'est ça que ça fait. La tokenisation, ça permet d'abaisser le ticket d'entrée, de faciliter les KYC, et donc d'aller toucher un nombre d'investisseurs potentiels super important. Ce qui fait que ça va un peu redéfinir, enfin j'ai vraiment cette vision-là, ça va un peu, dans les 10 prochaines années, ça va un peu redéfinir la façon dont les fonds lèvent de l'argent. Ça va être un peu moins un game de fonds, entreprise, et un peu plus Monsieur tout le monde. des levées hybrides, tu vois, où il y aura un peu de fonds, il y aura un peu monsieur tout le monde qui va pouvoir investir dans le fonds de X, qui grâce à sa réputation va pouvoir aller chercher de l'argent. Donc ça c'est super intéressant. Et de l'autre côté, côté achat, tu vas pouvoir avoir, enfin t'as une vraie révolution de l'exposition au marché immobilier où je pense que tu as des modèles qui vont percer, tu vois, on parle du modèle Realty, enfin tous les modèles de tokenisation, on va dire classiques, mais même que ce soit dans l'immobilier ou ailleurs, les modèles de tokenisation, ils vont permettre à tout le monde d'être un peu plus un investisseur, développer sa culture financière, mais aussi de vraiment gagner de l'argent s'il y passe du temps. Et tu sais qu'il y a un vrai sujet sur les finances personnelles. Enfin, tu vois, l'essor de newsletters type Snowball en France. C'est clair, les gens s'y mettent. Mais les gens, en fait, ils ont envie de gérer leur argent maintenant. Ils en ont marre que le banquier ils leur dise « Ah, j'ai des super actions Natixis pour vous, ça va être excellent. » Et puis, 3 mois plus tard... Enfin, tu vois... Pour le meilleur comme pour le pire, quoi. Les plus fins en tirent leur épingle du jeu. Et puis après, t'as les Terra Luna, etc. Exactement. Et tu vois, je pense une bonne illustration de ça, c'est l'émergence et le succès de Robinhood aux US. Tu vois, une boîte qui édite une application de trading. En fait, aujourd'hui, les gens, ils ont envie de faire du personal banking, enfin du personal finance. Et c'est un jeu aussi, un peu. Exactement. Bah, c'est un jeu, et les cryptos, je pense que ça aide pas du tout dans le système. Parce qu'il y a des fois sans possibles, etc. La nouvelle génération, moi, je suis toujours ébahi quand je parle avec des jeunes gens de 18 ans qui ont un rapport à l'argent qui est beaucoup plus dans l'investissement et un peu moins naïf, comme moi j'ai l'impression que je l'avais il y a 10 ans. Donc je trouve ça très fort et je pense que ça va apporter des belles choses. Et donc je pense que la tokenisation immobilière, ça sera vraiment au cœur de ça. Une nouvelle façon de s'exposer au marché immobilier. Et en fait, une fois que tu as ça, ça te permet d'imaginer plein de cas d'usage. Moi, mon cas d'usage préféré, c'est celui qui va accéder à la propriété, mais qui peut pas être suivi par les banques.
il y a 1000 raisons de ne pas être suivi par les banques, alors que tu peux avoir plein d'argent. Hmm. Ce gars-là, il peut par exemple proposer à un pool d'investisseurs un certain rendement pour acheter son appartement. Donc, disons un rendement à 7%, c'est-à-dire qu'il a un loyer à payer. Et donc lui, quand les investisseurs achètent son appartement, il se distribue un nombre de tokens. Lui, il prend aussi un certain nombre de tokens. Avec son apport. Ouais, il fait un apport, tu vois. Ok. Il achète un certain nombre de tokens. Et tous les mois, il va payer son loyer. Donc, disons que c'est un loyer de 700 euros. Tous les mois, il va payer son loyer à la DAO, enfin au groupe d'investisseurs, duquel il fait partie. Ok, et du coup là, ça veut dire les investisseurs, il les connaît. Est-ce que c'est, je sais pas, son oncle, sa tante, non? Pas forcément. Il peut. Et du coup, du coup, faut un collatéral, faut une garantie. Eh ben non, parce que la garantie, c'est le bien. Si tu veux, le bien. Ah oui, d'accord, il n'est pas propriétaire du bien. Ok, d'accord. Il n'est pas propriétaire du bien. C'est vraiment les propriétaires du token qui sont propriétaires du bien. D'accord. Par contre, lui, vu qu'il a fait un apport, il est aussi propriétaire d'un certain nombre de tokens. Et tous les mois, il va continuer de payer son loyer à 700 euros. Par contre, vu qu'il est propriétaire d'un certain nombre de tokens, il va se payer un bout de loyer à lui-même. Et donc, avec ce petit loyer qu'il va se payer à lui-même, il va pouvoir racheter des nouveaux tokens aux investisseurs. Donc lui, tous les mois, il va continuer de payer ces 700 euros quoi qu'il arrive. Mais par contre, tu vois, tu as une mécanique dans le smart contract derrière qui fait que tous les mois, le loyer qu'il va se payer à lui-même, ça va automatiquement aller racheter de nouvelles parts, des nouvelles parts auprès des investisseurs. Donc tu vois, ça c'est des trucs où tu mets des clauses où le gars est obligé de vendre sa part si c'est l'acheteur numéro 1 qui veut le racheter, si c'est le locataire qui veut racheter, locataire propriétaire. Donc tu vois, il y a des clauses à mettre dans. Il y a un système intelligent à réfléchir. C'est super smart. Et d'ailleurs, j'avais découvert ça dans ton rapport, la propriété partielle. Je trouve que c'est incroyable. Tu vois, ça permet aux gens de commencer à investir, à épargner aussi, tu vois. Ouais. Donc non, ça je crois beaucoup à ce use case. Et tu peux faire ça un peu à l'envers aussi, en te disant, le gars est propriétaire de sa maison, il a un accident de la vie, il a besoin de liquidité, il tokenise, et derrière, plutôt que faire une hypothèque où il aura un peu du mal et avoir le risque un jour de perdre sa maison, il tokenise, il se fait prêter pour l'équivalent de 20% de sa maison, et à ces gens-là, donc il paye un rendement, donc il repaye un loyer sur 20% de sa maison, le temps qu'il rembourse. Et tant qu'il n'a pas remboursé, il paye son loyer, et sinon il a aussi le droit de racheter des parts mois après mois, tous les 6 mois. S'il a envie de faire une pause, il fait une pause. Enfin, tu vois, il y a vraiment des systèmes super vertueux qui peuvent exister, quoi. Ouais, t'as plein d'outils mis à disposition de monsieur tout le monde. Exactement. Mais du coup, ça va nécessiter aussi pas mal d'éducation financière, tout ça, pour revenir au sujet de tout à l'heure, pour que les gens fassent pas n'importe quoi, tu vois. On t'offre la possibilité de faire des choses, faut-il encore faire bon usage, quoi. Écoute, moi je crois beaucoup dans les gens. Je crois peu à mettre des tutelles. Je crois beaucoup qu'on aurait pu faire bien mieux si on nous apprenait à apprendre plutôt qu'à nous accompagner tout le temps. Et il y a un besoin d'éducation qui est immense. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai lancé Tokenland. Il y a un besoin d'éducation qui est immense. Et tu vois, tout à l'heure on parlait de Yann Lopez avec Snowball. Je pense que les gens ont envie d'apprendre. Je pense que les gens ont envie, tu vois, je connais pas mal de monde qui parlent de ces sujets-là, que ce soit dans LinkedIn, sur des newsletters, etc., et qui ont des succès, mais phénoménaux, tu vois. C'est pas que du marketing. Je pense vraiment que les gens ont envie d'apprendre, ont envie de se cultiver, et oui, ils ont envie de gagner de l'argent, donc il faut toujours avoir ce truc au fond du sujet, mais par contre, je pense qu'il y a une vraie culture financière qui est en train de se déployer en France. Ouais, moi je partage ton avis. Un petit peu maintenant sur la régulation. Ouais. C'est quoi, on en est où au niveau français, au niveau de la tokenisation, comment ça marche? Tu peux nous aiguiller un petit peu? Aujourd'hui, tu peux tokeniser une société en France qui contient de l'immobilier, qui contient autre chose, qui contient une boîte. Ok. Tu peux tokeniser une société sans aucun problème. Ok. T'as plein de problèmes qui arrivent après. T'as des problèmes qui soient fiscaux ou même juridiques. Le vrai sujet, c'est que, par exemple, quand tu as une boîte à prépondérance immobilière, tu peux faire ton émission primaire de tokens, ça sera super bien. Par contre, tu as une loi française qui fait que tu dois payer un fees à chaque fois qu'il y a un échange d'actions entre A et B. Et donc, avec un fees, je crois que c'est 5%, avec un fees... 5% du prix de la transaction. Ouais, du prix du token. Et je crois que c'est un fees incompressible, et tu as un incompressible de 25 euros. Ça veut dire que si tu achètes une action d'une entreprise de tokenisation en France, tu la revends,
tu as acheté pour 50 balles d'actions, tu dois payer 25 balles de taxes. Donc tu vois, tu as plein de petites problématiques comme ça qui font que c'est plus compliqué et on a tendance à aller à chercher voilà, des moyens un peu différents. Donc il y a les obligations qui marchent pas mal, mais une obligation, c'est pas une action. Tu as les obligations convertibles donc, qui sont assez intéressantes, mais ce qu'il faut se dire, c'est que quand tu fais un token avec un sous-jacent immobilier direct, donc des obligations, des titres, tu passes directement sous le coup de la législation des valeurs mobilières. Donc il n'y a pas de secret, il n'y a pas d'innovation, c'est exactement les mêmes règles. Donc sur ça, il n'y a pas de Comme sujet. les CPI, du coup. Exactement. Bah alors les CPI, par contre, il faut que tu ailles voir l'AMF quoi qu'il arrive. Si tu veux faire une SCPI. Là, en dessous de 5 millions, tu es quand même assez libre. Et tu as ce sujet-là de cession de revenus futurs qui est en train d'émerger, parce que ça te permet d'avoir, vu que c'est un contrat commercial, il n'y a pas un sous-jacent, donc c'est un utility token, donc déjà tu peux l'échanger beaucoup plus facilement. Mais par contre, on est sur une zone où, bah aujourd'hui, ok, on fait ça, mais la cession de revenus futurs, c'est pas quelque chose qui était très développé, c'est assez nouveau, on sait pas comment peut évoluer la législation sur ces sujets-là. Est-ce qu'on pourra continuer de faire ça ou pas? Pour l'instant, en tout cas, on peut. Il y en a qui le font et ils le font très bien. Et voilà un peu les deux grands pieds sur lesquels marche l'immobilier tokenisé aujourd'hui, quoi. Sur les sujets de transaction, c'est assez facile. Ça coûte tellement cher en avocat de vendre un bien en bitcoin en France que personne ne le fait. Ok. Voilà. Et comment tu vois cette régulation un peu évoluer? Est-ce que là, tu penses que ça va dans le bon sens? Quelle est un peu ta vision là-dessus? Bah écoute, j'ai l'impression que sur ce gouvernement-là, en tout cas, il y a une volonté d'avancer et de libérer un peu l'économie décentralisée. C'est vrai qu'on a eu quelques petites annonces. Ouais, bah depuis Binance qui s'installe en France, on sent qu'il y a une vague de fonds plutôt pro-crypto. En tout cas, ils sont ouverts à la discussion. Et oui, depuis quelques jours, bah, tu vois, il y avait Jean-Noël Barrot au lancement de la NFT Factory, qui est un super projet dans le centre de Paris, qui a vocation d'éduquer et d'accompagner tous les porteurs de projets NFT en France. Et c'est vraiment un lieu physique, donc tu peux ça, c'est vrai. C'est clair que c'est un peu le premier. Bon, après, la maison du Bitcoin, mais un peu plus nouvelle vague. Ouais, c'est un peu une nouvelle vague. Et c'est vraiment un projet qui est excellent. Et derrière, tu vois, on sent qu'il y a cette appétence, il y a cette envie. Là, The Big Whale a sorti une énorme info cette semaine dans leur interview avec SBF, où il y aurait de FTX, où il y aurait potentielle volonté de venir installer le headquarter de FTX à Paris. Ah ouais, parce qu'on a aussi Crypto.com là, récemment, la semaine dernière, je crois. Crypto.com, FTX, Binance. Ah non, ça fait plaisir de voir que ça bouge pas mal niveau écosystème. Après avoir dans les faits ce qui se passe, tu vois, parce qu'il y a la volonté, il y a les acteurs. Maintenant, est-ce que la régulation devient propice? C'est toujours pareil. Aujourd'hui, c'est toujours aussi compliqué pour les boîtes crypto françaises de trouver des banques, tu vois. Donc, à voir aussi ce que ça va donner dans les faits, ces effets d'annonce. Mais en tout cas, moi, je suis vraiment bullish on France parce que on a des acteurs français dans cet écosystème, dans l'écosystème DeFi, qui sont incroyables. Ouais, c'est clair. Les Français sont reconnus de partout dans le monde comme étant des brutes dans la crypto. Aussi comme ayant le crypto Twitter le plus débile peut-être. Le shitposting. Ah, ouais, voilà. Mais en tout cas, on est aussi reconnu comme brillant et tu vois, pour recentrer un peu sur le sujet immobilier, la France est une grande nation immobilière historiquement. Donc je suis sûr qu'on arrivera à... On a les acteurs, attends, leur nom m'échappe, mais les Vinci, etc., les Bouygues, ils sont français, tu vois. Ouais, on a des grands acteurs de l'immobilier dans le monde. Et je suis sûr qu'on arrivera à tirer notre épingle du jeu sur les sujets de tokenisation et même sur les autres, tu vois, sur les NFT, sur les sujets de transaction. Je suis à peu près sûr. En tout cas, moi, les marques d'intérêt que je vois au niveau des grands groupes, autant que des innovateurs, des porteurs de projets, moi, je suis bullish sur l'avenir, quoi. Ok, bah écoute, on partage cet engouement. Où est-ce qu'on peut te trouver? Alors, te retrouver plutôt. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, où j'essaie de faire un peu de contenu assez régulièrement. Donc Florian Fossenet. Sur Substack, donc j'ai ma newsletter que j'envoie une fois par semaine qui s'appelle Tokenland, où on essaye parfois de donner des tips pratiques pour entrer dans le secteur de l'immobilier tokenisé et parfois de réfléchir un peu plus à ce que ça implique pour l'avenir. Et c'est déjà pas mal.
Ok, bah, Vous pouvez écoute, suivre Tokenland sur toutes les plateformes. je mettrai tous les liens en commentaire. Merci beaucoup Florian. Merci à toi pour Euh, l'invitation, c'était super. Ouais, c'est top. J'ai appris beaucoup de choses. Et je pense que tous les gens qui nous regardent aussi. Merci. Merci, salut.